En 1987, Tom Selleck a fait quelque chose que presque personne ne savait. Il s'est marié sous un faux nom. Même le pasteur qui se tenait devant lui prêt à bénir l'union n'avait aucune idée de l'identité réelle du marié. La cérémonie fut intime, calme et étrangement chaotique. On oublia même la licence de mariage obligeant Tom et sa fiancée à une course contre la montre pour réparer l'erreur avant le dîner. Mais ce mariage secret n'était que le début d'une série d'événements extraordinaires et dévastateurs qui allaient suivre. Un scandale à propos d'eau volée, un décès sur le plateau impliquant un hélicoptère, et plus tard, un fils dont la vie allait sombrer dans la toxicomanie. En 2025, Tom s'assoit devant des millions de téléspectateurs et admet la voix brisée qu'il risque de tout perdre. Voici l'histoire d'un homme qui semblait intouchable et qui a vu tout s'effondrer. Tom Selleck est né le 29 janvier 1945 à Detroit dans le Michigan. Sa mère Martha se consacre à l'éducation des enfants, tandis que son père Robert travaille comme investisseur immobilier, et avant cela, comme soldat servant dans l'armée sur des bombardiers B-29 pendant la Seconde Guerre mondiale. Tom était le deuxième de 4 enfants. Son frère aîné Bob était né 1 an plus tôt en 1944, et 2 autres, Martha et Daniel, viendraient plus tard. À cette époque, Détroit était bruyante, vivante et pleine de fumée. Le bruit des usines et le ronronnement des moteurs emplissaient les rues. Mais lorsque Tom avait 3 ans, son père a fait un choix qui allait changer leur vie à jamais. En 1948, Robert a tout emballé, a laissé Détroit derrière lui et a déménagé la famille en Californie. Il accepte un emploi à la commission chez Coldwell Banker à Los Angeles. Pas de salaire, pas de filet de sécurité, juste le pari d'un rêve. Il s'installe à Sherman Oaks, qui n'est alors qu'une paisible étendue de terres agricoles. Robert était convaincu que la Californie offrait des opportunités à ceux qui étaient prêts à travailler pour les saisir. Avec le temps, ce pari s'est avéré payant. En 1960, il gagnait 70 000 $ par an en commission, soit presque autant que le président des États-Unis. Pour Tom, cependant, la vie en Californie est compliquée. Il grandit, plus grand que les autres, plus vite que tout le monde ne le pensait. Lorsqu'il a cessé de grandir, il mesurait 1,8 mètres. Sur les photos d'école, il dépassait ses camarades de classe. Sur les photos d'école, il dépassait ses camarades de classe. Il se sentait mal à l'aise, pas à sa place, mal dans son corps. Mais peu à peu, cette taille est devenue son avantage. Au lycée Grant, il rejoint l'équipe de basketball où il excelle. Il joue également au baseball, faisant preuve du même équilibre et de la même concentration qui caractériseront plus tard son travail d'acteur. Pourtant, le succès ne rend pas la vie simple. À 17 ans, Tom a vécu le genre de moment qui divise une vie en deux. Avec 2 amis, il roulait dans les virages serrés de Mulholland Drive au volant de la Chevy Corvair rouge de sa mère lorsque la voiture a perdu le contrôle, a pris l'air et s'est écrasée. L'accident a été si grave qu'il a été le point de départ de ses mémoires de 2024 You Never Know. Ils ont tous survécu, mais Tom n'a jamais oublié le bruit du métal qui se tordait, le poids de la mort qui l'accablait. Cet accident l'a changé. Il est devenu prudent, réfléchi, plus vieux que son âge. Alors que la carrière immobilière de son père commence à s'épanouir, les premières années de la famille en Californie sont marquées par des difficultés. L'argent était rare et Tom travaillait partout où il le pouvait. Au lycée, il a pris un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements et l'a gardé même lorsqu'il a commencé à prendre des cours de théâtre. Au moment de s'inscrire à l'université, il a choisi le Valley Junior College pour pouvoir rester à la maison, économiser de l'argent et aider la famille. Tom rêvait d'étudier à l'USC, mais l'université ne lui a pas proposé de bourse dans un premier temps. Il a même refusé une bourse complète de basketball de l'État du Montana pour que son rêve reste vivant. Il a donc travaillé, économisé et attendu. En 1965, il est enfin admis. Il rejoint l'équipe de basketball de l'USC, bien que ses statistiques soient modestes. 4 points en 7 matchs lors de sa première saison et aucun en 3 matchs lors de la suivante. Les entraîneurs apprécient sa rapidité, mais lui disent qu'il doit améliorer sa défense. Ses ambitions sportives s'estompent discrètement. Tout en poursuivant ses études de commerce, Tom trouve des emplois secondaires. Il travaille comme représentant sur le campus pour United Airlines et rejoint la fraternité Sigma Chi. Ses frères de fraternité l'ont convaincu à 2 reprises de participer à l'émission The Dating Game, en 1965 puis en 1967. Il a perdu les 2 fois, publiquement,
à la télévision nationale. C'était humiliant, mais cette humiliation allait ouvrir une porte. Un agent de casting l'a repéré et lui a proposé une publicité pour Pepsi. Tom a accepté. Le travail était simple, smasher un ballon de basket et sourire. Il a bu tellement de Pepsi pendant le tournage qu'il est tombé malade, mais il a gagné $1000. Et ce chèque a conduit directement à un contrat avec la 20th Century Fox. Puis l'histoire est intervenue. En 1967, Tom reçoit son avis d'incorporation pour la guerre du Vietnam. Au lieu d'attendre d'être appelé, il rejoint le 160 et régiment d'infanterie de la Garde nationale californienne. Il a servi pendant 6 ans de 1967 à 1973, devenant sergent puis sous-lieutenant après avoir suivi une formation à l'Académie militaire de Californie. Il a même participé aux émeutes de Watts à Los Angeles. Mais son service militaire a eu un coup pendant son absence, la Fox a résilié son contrat. Pourtant, Tom ne s'est jamais plaint. Il gardait son uniforme soigneusement plié dans le coffre de sa voiture, prêt à se présenter au travail à tout moment, même lorsqu'il courait aux auditions. À la fin de son service, il reprend son métier d'acteur, cette fois avec plus de détermination et d'ancrage. Il suit la formation de Milton Katsoulis à la Beverly Hills Playhouse, un professeur à la fois craint et vénéré. Katsoulis exigeait de l'intensité. Ses cours ressemblaient plus à une épreuve qu'à une leçon. Les acteurs devaient se lever et applaudir lorsqu'il entrait, et il les poussait à leurs limites émotionnelles, les incitant même à se tirer les cheveux pour faire monter la rage. Certains l'ont qualifié de cruel. D'autres l'ont qualifié de génie. Tom a tout enduré. Il n'a pas abandonné même lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Katsoulis utilisait le cours pour recruter des membres de la scientologie. Tom est resté concentré, motivé, désintéressé par tout ce qui ne menait pas à l'artisanat ou à la discipline. Pour joindre les deux bouts, il devient mannequin, notamment pour Salem Cigarettes. Son grand gabarit et son apparence soignée le rendaient idéal pour les publicités imprimées et le salaire était bien meilleur que celui qu'il percevait en tant que pilote de ligne. Mais des années plus tard, lorsque Magnum PI l'a rendu célèbre, ses publicités pour les cigarettes ont refait surface. Les journalistes lui ont demandé pourquoi il avait fait la promotion du tabac. Tom s'est hérissé. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un qui vendait des cigarettes aux enfants. Tranquillement, il a pris ses distances avec ce chapitre. Et pourtant, même à ce moment-là, des ombres persistent. Entre 1965 et 1967, The Dating Game continue de le hanter. Le fait d'avoir perdu 2 fois en direct à la télévision a laissé des traces de doute. Il a déclaré un jour à l'AARP que c'était la chose la plus embarrassante qu'il ait jamais faite. Son physique ne l'a pas sauvé. Son charme ne l'a pas aidé. Pour la première fois, Tom Selleck, l'homme qui allait un jour définir le cool, a commencé à se demander s'il avait sa place à l'écran. La deuxième défaite lui a fait plus mal que la première. Ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire pendant des années. En 1969, il obtient un rôle dans Judd for the Defense. C'était une grande chance. Puis quelque chose de ridicule s'est produit. Il a été renvoyé d'une autre émission parce qu'il était trop grand. Du haut de son 1m90, il faisait paraître les autres acteurs minuscules. Les réalisateurs ne savaient pas comment tourner des scènes avec lui. Un agent lui a même dit que sa taille était un problème. Imaginez que vous soyez licencié à cause de votre taille. C'était un coup dur. Pendant des années, il a dû accepter des petits rôles pour rester dans le jeu. De 1974 à 1979, il apparaît dans 6 épisodes de The Rockford Files. Il y incarne Lance White, un détective. Cela aurait dû favoriser sa carrière. Mais en coulisses, il s'est heurté à la star James Garner. Tom voulait que son personnage ait l'air réel. Garner voulait que Lance soit ridicule, qu'il soit plus une blague. Ils se sont disputés sur les lignes, le ton, la direction. La tension était évidente. Certaines scènes ont été réécrites sur le plateau. L'équipe pouvait sentir la division. Les bagarres alourdissaient le travail. En 1972, il joue dans un film d'horreur bon marché intitulé Daughters of Satan. Le film a été tourné aux Philippines. Le décor n'était pas sûr. Il y a eu une scène d'incendie où les effets spéciaux ont échoué. De vraies flammes se sont approchées trop près. Tom a été légèrement brûlé. Ses cheveux ont été brûlés. L'équipage ne pouvait même pas communiquer correctement. Il y avait une barrière linguistique, mais il devait terminer le film. Personne n'a parlé de ce qui s'est réellement passé. Le studio a étouffé l'affaire. Tom a eu peur, mais n'a pas eu d'autre choix que de continuer. En 1976, Charlie's Angels lui a donné une brève chance. Il jouait le rôle d'un petit ami. Mais après un seul épisode, il a été renvoyé. Leonard Goldberg a déclaré que la taille de Tom faisait paraître les anges trop petits. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'alchimie.
L'émission est devenue un succès. Tom, quant à lui, s'est remis à faire des publicités. Il était tellement fauché qu'il n'avait qu'un seul costume et le portait à chaque audition. Robert Salin, le réalisateur d'une publicité pour un savon, a déclaré que Tom portait le même costume devant et derrière la caméra. Tom Selleck a failli renoncer au rôle qui a fait de lui une star. Lorsqu'il a lu pour la première fois le scénario original de Magnum P.I., il l'a détesté. Ce n'était pas le personnage intelligent et drôle dont nous nous souvenons aujourd'hui. Le premier projet faisait de Magnum une version caricaturale de James Bond. Il avait une maison sur des falaises en bord de mer, un chien méchant et même un deltaplane avec des mitrailleuses. Selleck a regardé les producteurs et a dit « Je ne veux pas jouer ce à quoi je ressemble ». Il avait déjà réalisé 6 pilotes qui avaient échoué. Celui-ci ressemblait à sa dernière chance, mais il n'allait pas faire semblant. Il l'a dit à Donald Bellisario. Bellisario l'a écouté. Il a tout réécrit après le début du tournage. Ce changement a retardé la production et rendu CBS nerveux, mais cela a sauvé la série et la carrière de Selleck. En 1984, alors qu'il est encore marié à Jacqueline Ray, Tom rencontre une femme qui va tout changer. Elle s'appelait Gilly Mack, une actrice britannique qui dansait dans la version West End de Cats. Tom est devenu obsédé par l'émission. Il n'arrêtait pas d'y retourner. Sa costard, Jane Seymour, trouvait cela étrange. À l'époque, les tabloïds se déchaînent. Des rumeurs de liaison circulent. Les gens le suivaient, la suivaient essayant de prouver quelque chose. Gilly ne savait même pas qui était Tom. Sa télévision avait été volée 3 mois plus tôt. Elle n'avait jamais vu Magnum P.I. Mais après les spectacles, il dînait tranquillement. En 1982, Tom a divorcé de Jacqueline. Mais les gens n'ont jamais cessé de se demander si Gilly n'était pas en partie responsable de cette situation. Cette ombre les a suivis pendant des années. En 1980, juste avant que Magnum ne prenne son envol, Tom est passé à 2 doigts de jouer Indiana Jones. Steven Spielberg et George Lucas l'avaient choisi. Ils ont adoré son entente avec Sean Young lors de l'audition. Mais il y a un problème. Tom a déjà signé avec CBS. Il a dit la vérité à Spielberg. CBS ne voulait pas le laisser partir. Bob Daly de CBS a été ferme. Pas de film. C'est alors que l'ironie a frappé. En 1980, une grève de la Screen Actors Guild a empêché Magnum de tourner pendant 6 mois. C'est exactement la période pendant laquelle il aurait pu tourner Les Aventuriers de l'Arche perdue. Au lieu de cela, Tom a attendu à Hawaï. Entre-temps, Harrison Ford a pris le rôle et est devenu une icône mondiale. Tom a déclaré plus tard « Je ne me voyais pas comme une victime, mais je n'étais pas content. Cette seule décision pourrait lui avoir coûté plus de 100 millions de dollars. » La même année, une tragédie s'est produite sur le plateau. Un accident d'hélicoptère survenu lors d'un tournage a coûté la vie à Robert Vanderkar, un caméraman de 33 ans. Le pilote Robert Sanders a survécu mais a été gravement blessé. Il filmait une scène océanique de routine au large de la côte d'Oahu. Lorsque l'hélicoptère s'est écrasé, Sanders a plongé encore et encore pour tenter de sauver Vanderkar. Il n'a jamais réussi à s'en sortir. Thomas a été écrasé. Il a exigé des changements. Il s'est opposé à Universal Studios au sujet de la sécurité. Il a demandé plus de coordinateurs des hélicoptères de secours et des briefings appropriés. Les studios ont dit que cela coûtait trop cher. Tom a répondu « C'est de vie dont nous parlons ». Sa prise de position a fini par imposer des changements à l'ensemble de l'industrie. Lorsque la série s'est achevée le 1er mai 1988, plus de 50 millions de personnes avaient regardé le dernier épisode. Mais en coulisses, c'est la guerre. CBS voulait l'annuler prématurément. Ils ont essayé de tuer Magnum dans la 7e saison. On lui a tiré dessus, il est tombé dans le coma et le dernier plan le montre marchant vers la lumière. Mais les fans étaient furieux. CBS a dû le faire revenir pour la 8e saison. Cela leur a coûté des millions. Le budget est passé à 1,2 million de dollars par épisode. Ils ont demandé à Tom de réduire les tournages, d'abandonner les hélicoptères et d'engager des acteurs moins chers. Il a refusé. Il a dit que cela ruinerait la série. C'est devenu un combat permanent. Tom n'a pas seulement joué dans Magnum, il l'a protégé. En 1987, Tom a joué dans 3 hommes et un bébé. Il a rapporté 167 millions de dollars. Mais une chose étrange s'est produite. Dans une scène, les gens ont remarqué une silhouette derrière les rideaux, un garçon immobile. Des rumeurs ont commencé à circuler sur le fait que l'appartement était hanté. Certains disaient qu'un garçon y était mort. La légende a pris de l'ampleur. Des années plus tard, Tom l'a expliqué au Tonight Show. Il s'agissait d'un découpage en carton de Ted Danson, vestige d'une scène supprimée. Le film a été tourné sur une scène de tournage à Toronto et non dans un véritable appartement.
Pourtant, les gens ont adoré cette histoire de fantôme. Disney n'a jamais corrigé la rumeur. Certains ont dit que cela avait permis de vendre plus de cassettes VHS. En 1990, Tom a filmé Quigley Down Under dans le rude outback australien. Cela n'a pas été facile. Il est monté à cheval, a fait des cascades et a dû faire face à des conditions difficiles. Il s'est heurté à la chaleur au terrain et à la façon dont les équipes australiennes travaillaient. Roger Ebert a apprécié sa performance, mais le film n'a pas bien marché. Il a eu du mal à rembourser son budget. Pourtant, Tom a déclaré que c'était l'un des rôles dont il était le plus fier. Lorsque Batman est apparu en 1989, Tom était à nouveau sur la liste. Tout comme Mel Gibson, Kevin Costner et même Charlie Sheen. Michael Keaton l'a eu. Les fans ont d'abord détesté ce choix. 50 000 lettres de protestation ont inondé Warner Brothers, mais le film a rapporté 411 millions de dollars. Il a changé les films de super-héros pour toujours. Tom a refusé parce que les films de bande dessinée n'étaient pas très populaires à l'époque. Et il était toujours lié à Magnum. Plus tard, il a admis qu'il le regrettait. En 1992, Mr. Baseball. Tom y incarne une star des Yankees en perte de vitesse envoyée au Japon. C'était drôle mais aussi gênant. Le film montre les chocs culturels entre le baseball américain et le baseball japonais. Tom s'est entraîné dur et le film est devenu un outil pédagogique pour les vrais joueurs qui se rendent au Japon. Mais le box-office a été faible. Les critiques ont dit que le film était désordonné. C'est son premier grand échec après des années de succès. Puis vint In and Out en 1997 où Tom embrassa Kevin Kline à l'écran pendant 12 secondes. Ce moment a choqué ses fans. Il a siégé au conseil d'administration de la NRA et a fait des dons à des campagnes conservatrices. Les gens lui ont demandé si le rôle était en contradiction avec ses opinions. Il a répondu « Je fais des grimaces devant une caméra. Cela ne fait pas de moi un Salomon. C'était un acteur et il a joué le rôle. » Le baiser a fait la une des journaux, mais il a aussi ouvert la voie à davantage de rôles LGBTQ+, dans les films grand public. De 1995 à 2000. Tom est apparu dans 10 épisodes de Friends en tant que petit ami plus âgé de Monica. Sur le plateau, il avait du mal à supporter le ton sarcastique de Chandler. Il demandait sans cesse de l'aide à Matthew Perry. Lorsque Perry a essayé de copier la moustache de Tom, le public a perdu les pédales. Plus tard, quand le personnage de Tom a plaisanté à ce sujet belle moustache. Quand la puberté arrive, elle se met en place. Les acteurs ont éclaté de rire. En 1998, Tom a tenté un grand retour à la télévision avec The Closer. C'est un échec. Seuls 10 épisodes ont été diffusés. Les audiences ont été mauvaises. Les critiques n'ont pas aimé. Tom est effondré. Il a pris une année entière de congé se retirant dans son ranch de 63 acres. Il a dit que cela lui avait appris l'échec et la résilience. Puis est arrivé Jesse Stone. De 2005 à 2015, il a joué dans 9 téléfilms basés sur les romans de Robert B. Parker. Il a même commencé à coécrire les derniers romans. Ils étaient populaires auprès d'un public plus âgé et battaient les émissions de la chaîne en termes d'audience. Mais une plainte pour plagiat a frappé fort. Un autre écrivain a déclaré que Tom avait copié ses idées. Un accord secret a été conclu. Personne n'en a parlé publiquement. Les films se sont poursuivis jusqu'en 2015. En 2006, Tom est apparu dans l'émission Boston Legal. Cela aurait dû être simple, mais le rôle qu'il a joué dans la vie réelle auprès de la NRA s'est heurté à la distribution libérale de la série. Les scénarios évoquent le contrôle des armes à feu. La tension monte. Les membres de la troupe ont contesté son point de vue pendant les lectures à table. Tom a déclaré plus tard que c'était l'une des raisons pour lesquelles il avait quitté le conseil d'administration de la NRA en 2018. Son rôle dans Ike Countdown to D-Day en 2004 a été salué. Il l'a tourné en Nouvelle-Zélande. Les journées étaient longues, 18 heures chacune. La pression était forte et cela a failli ruiner son mariage avec Gilly Mack. Il a déclaré que le tournage l'avait épuisé émotionnellement et physiquement. Jouer Eisenhower n'était pas seulement un rôle, c'était aussi une partie de sa vie. De 2010 à 2024, Tom a joué le rôle de Frank Reagan dans Blue Bloods. Il était l'acteur le mieux payé gagnant 200 000 $ par épisode. Mais en 2023, CBS a demandé aux acteurs d'accepter une réduction de salaire de 25% pour sauver la série. Tom a accepté. Il a perdu 1,2 million de $. Pourtant, l'émission a été annulée. Il s'est dit frustré. Il a supplié CBS de reconsidérer sa décision. La finale a été diffusée le 13 décembre 2024. Il a lu un poème. Les acteurs et l'équipe ont pleuré, mais CBS n'a pas bougé.
En 2015, Tom s'est blessé au genou lors d'une cascade. Cela a entraîné des années de douleur. En 2025, ses 2 genoux ont été remplacés. Les photos montrent de longues cicatrices. Il avait du mal à marcher et avait besoin d'un camion pour s'appuyer. Il ne pouvait pas faire des scènes simples sans aide, mais il a continué. C'est lui qui a eu l'idée des scènes de repas de famille dans Blue Bloods. Il voulait qu'ils aient l'impression d'être réels comme sa propre famille. Mais en coulisses, il s'est battu avec les scénaristes. Il a dit que certaines intrigues étaient trop effrayantes. Les membres de la troupe avaient des astuces pour éviter de manger. Vanessa Ray a déjà mangé 17 petits pains avant d'apprendre. Tom a simplement beurré le sien. Lorsque Covid a été lancé en 2020, le tournage s'est arrêté. Tom est resté dans son ranch. Il avait 75 ans. Il a commencé à ressentir le poids de tout. La douleur, l'âge, la peur. Dans ses mémoires de 2024 You Never Know, il admet qu'il est déprimé. L'arthrite s'aggrave. Il avait besoin d'aide pour marcher. Chaque prise de vue devenait un combat. Mais il est venu. Tom Selleck s'est marié en 1971 avec Jacqueline Ray, un mannequin qui l'a soutenu, alors que personne ne connaissait son nom. Elle l'a soutenu pendant les années les plus difficiles, lorsque les emplois d'acteurs étaient rares et que l'argent était compté. Pendant plus de 10 ans, elle a cru en lui. Mais lorsqu'il est devenu célèbre au début des années 1980, grâce à l'agence Magnum PI, quelque chose a changé. La célébrité frappe vite et les tentations aussi. Lors d'un tournage à Hawaï, Jacqueline a commencé à le voir à la télévision entouré de femmes locales. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. L'homme qu'elle aimait et qu'elle soutenait en toutes circonstances était en train de lui échapper. Ses amis ont dit qu'il était tombé amoureux de la vie sur l'île et de l'attention qu'il recevait. Elle s'est sentie trahie. Après tous les sacrifices qu'elle a consentis, leur divorce en 1982 ne lui a donné que 3 ans de pension alimentaire, une voiture et la maison. C'est ainsi que les choses se sont passées. 5 ans plus tard, en 1987, Tom se marie à nouveau en secret cette fois. Depuis 1983, il était obsédé par une danseuse britannique de 25 ans, Gilly Mack, qu'il regardait sans cesse dans Cats. Lorsqu'ils se sont finalement mariés au lac Tahoe, le 7 août 1987, ils ont utilisé de faux noms. Tom est devenu Tom Jenkins et Gilly Susie Mark. Même le pasteur a été trompé jusqu'à la dernière minute. Ils ont oublié la licence de mariage et ont dû envoyer quelqu'un à Reno pour la réparer avant le dîner. Seule la famille était présente, pas de médias. Il n'y a que des appareils photo Polaroid pour garder le secret. Mais même avec le secret, le mariage a connu des difficultés. Les habitudes de Tom Bourreau de travail ont failli tout gâcher au début. Ils ont même eu besoin de conseils. En 1988, leur fille Anna est née. Elle est venue au monde dans le ranch d'avocats de Tom, qui s'étend sur 63 hectares dans le comté de Ventura. Au début, cela semblait être une vie de rêve. Mais plus tard, Tom a admis que l'isolement du ranch rendait les choses plus difficiles. Il s'était éloigné de Magnum PI parce qu'il se sentait comme un fantôme dans sa propre maison. Il a dit qu'il voulait une vraie vie, pas seulement une carrière. Pourtant, le tournage l'a tenu à l'écart. Et Anna a passé une grande partie de ses premières années seule, entourée d'animaux, plutôt que d'amis. 13 chiens du bétail, des moutons, des lapins, des chevaux. C'était une vie tranquille et parfois solitaire. Les chevaux sont devenus son échappatoire et sans le soutien de ses parents, elle dit que la vie au ranch aurait pu la noyer. Tom a également adopté le fils de Jacqueline Kevin en 1987, alors que Kevin avait 21 ans. Mais la vie de Kevin n'a pas été facile non plus. À l'âge de 15 ans, sa mère a envisagé de l'envoyer dans un pensionnat. Il a commencé à boire beaucoup dans la vingtaine. Tom a dû le faire entrer en cure de désintoxication au centre Betty Ford. Même après cela, Kevin a lutté. En 2011, il a été poursuivi en justice pour une dette de carte de crédit de $60. Malgré la célébrité et l'argent de Tom, Kevin n'arrivait pas à trouver sa voie. Ses amis disent que Tom a tout essayé. Argent, conseil, liberté. Mais rien n'y fait. Le stress s'est abattu sur toute la famille. Kevin s'est finalement marié et a eu 6 enfants, et des sources affirment qu'il s'est rétabli. Mais la douleur persistait. En 1988, Tom avait acheté ce même ranch de 63 acres à Dean Martin pour $5 millions. Mais la paix n'a pas duré. En 2015, le Water District l'a poursuivi en justice pour avoir prétendument volé 1,4 million de gallons d'eau. La Californie traversait l'une des pires sécheresses de son histoire, avec une réduction obligatoire de 36% dans sa région. Les enquêteurs ont déclaré que Tom avait envoyé un camion-citerne 12 fois
pour remplir de l'eau à partir d'une borne fontaine publique située à 8 miles de là. Le district a dû débourser 21 685 $ pour le prouver. C'est exactement ce que Tom a fini par payer pour régler l'affaire et cesser de prélever de l'eau. Mais ce n'était pas le seul problème du ranch. En 2023, la quasi-totalité de ces 1500 avocatiers ont été détruits par des sécheresses brutales. Même 25 chênes qui étaient là depuis plus de 100 ans sont morts. Tom, aujourd'hui âgé de 79 ans, a déclaré que cela lui avait brisé le cœur. Il a admis en 2012 qu'il avait toujours été difficile de gagner de l'argent avec les avocats. Il a dit un jour en plaisantant « Je ne les aime même pas. Pourquoi les manger quand je peux les vendre ?» Mais en 2023, l'entreprise s'est complètement effondrée. En 2024, Blue Bloods, sa plus longue série, a été annulée. Tom gagnait 200 000 $ par épisode, soit environ 4,8 millions de dollars par saison. Mais malgré cela, il a déclaré sur CBS qu'il n'était pas sûr de pouvoir s'offrir le ranch sans travailler. Il a dit « Est-ce que je suis prêt pour la vie ? Oui, mais peut-être pas dans un ranch de 63 acres. Le ranch vaut aujourd'hui 12 millions de dollars, mais il avait contracté des emprunts à hauteur de 15 à 16 millions de dollars dans les années 2000. Personne ne savait combien il restait à payer. Tom a même proposé à CBS de réduire les salaires de 25% pour maintenir la série en vie. Il m'a dit que nous étions la 3e émission la plus scénarisée. Nous gagnions la soirée, mais ça n'a pas marché. En 2025, la santé de Tom commence à s'effondrer. À 80 ans, il était à peine reconnaissable. Ses amis lui ont dit qu'il avait l'air anéanti et bourriffé, avec un estomac qui traînait. Autrefois, il parcourait ses terres à bord d'un véhicule tout-terrain, vérifiant la présence de fleurs sauvages et effectuant des travaux pratiques. Aujourd'hui, il ne peut presque plus bouger. Il souffrait d'arthrite et avait subi une opération bilatérale du genou en 2024 avec des cicatrices visibles sur les 2 jambes. Les médicaments, en particulier la prédnisone, lui donnaient constamment faim et la dépression n'a fait qu'empirer les choses. Il a commencé à manger des fast-foods en cachette dissimulant des sachets de frites et des hamburgers. Ses amis craignaient qu'il ne s'empiffre jusqu'à la mort. Du haut de son mètre 90, il avoisinait désormais les 50 kilos. Les médecins l'ont averti qu'il était peut-être déjà résistant à l'insuline. Compte tenu de son âge, de son obésité et des médicaments qu'il prenait, il présentait un risque élevé de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou pire encore. Sa femme Jilly est restée à ses côtés, mais même elle était épuisée. Il ne voulait pas abandonner. Il a déclaré que la retraite lui faisait peur. Mais les experts ont dit qu'il n'avait peut-être pas le choix. Son corps ne pouvait plus supporter le métier d'acteur. Pourtant, il s'est accroché. En mai 2024, il publie ses mémoires « You Never Know », coécrites avec Ellis Hennigan. Ce livre est devenu un best-seller du jour au lendemain. Pendant 320 pages, il a tout raconté. Les histoires de son enfance, les fêtes de Mae West, les rôles qu'il a refusés, la façon dont la célébrité l'a changé, ce qu'il a regretté, ce qu'il n'a pas fait. C'était son moment le plus ouvert. CBS a tenté de faire perdurer l'héritage avec un spin-off de Blue Bloods en 2025 Boston Blue, centré sur Donnie Wahlberg. Tom voulait en faire partie. Il a supplié. Il a poussé. Mais des initiés ont dit que sa santé pourrait l'arrêter. Il avait besoin d'aide pour marcher. Son équipe n'a rien dit. Wahlberg a dit qu'il y aurait peut-être des caméos puisque New York et Boston étaient proches. Mais tout le monde savait que ce serait difficile. En 2026, l'entourage de Tom pensait qu'il pourrait enfin s'en aller. Il ne le voulait pas, mais son corps s'arrêtait. Son esprit avait besoin de travailler. Son âme avait besoin d'un but. Mais ses genoux, son cœur, son poids, tout cela réclamait du repos. Ce ranch qui lui apportait autrefois la paix lui semblait désormais un fardeau. Il craignait de la perdre. Il s'est dit « Je dois continuer à travailler suffisamment pour garder ma place ». Mais le temps passait vite. Ses amis ont dit qu'il pourrait bientôt disparaître dans ce ranch loin d'Hollywood, loin des caméras, juste Tom, sa femme, et des souvenirs qui s'étendent sur 63 acres de silence.